Je vais vous confier quelque chose, j'ai beaucoup de mal à tourner ce début de vidéo parce que je suis mort de rire. Pourquoi je suis mort de rire? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve, bah voilà, pour le prono, les prédictions complètes de la Ligue 1 25-26, mon classement. Il est là. Vous allez le voir aujourd'hui. Et pourquoi je suis mort de rire? Parce que je suis en train d'imaginer vos commentaires. Mais le nombre de personnes qui seront pas d'accord avec moi aujourd'hui, mais laissez tomber, j'en suis sûr à 100%. Pourquoi? Parce que depuis que je traite voilà, sur cette chaîne de plein de petites prédictions machin, c'est de très loin le plus dur que j'ai eu à faire. Et aujourd'hui, je vais vraiment vous proposer des hot takes. Je sais que ça va plaire à certains. Voilà, souvent on me dit, Coro, tu peux te mouiller un peu plus sur tes petites prédictions, n'hésite pas. Eh bien aujourd'hui, je vais vraiment, je pense personnellement, me mouiller et rien que lire vos commentaires, je vais être mort de rire. Moi, je vous invite vraiment, les gars, à prendre votre recul. Prenez, voilà, comme on peut dire, votre petit grain de sel. C'est des vidéos, oui, qui sont sérieuses, mais c'est des vidéos prédictions. Il n'y a pas de vérité absolue. D'accord? Si je mets votre club bas, si je mets votre club haut, les gars, on s'en fiche. Factuellement, le plus important, c'est de noter et c'est de parler, je veux dire, de ces clubs au-delà de les noter. Voilà, et donc, moi, je tourne ces vidéos avec un grand, grand plaisir, mais vraiment, second degré. Je me prends pas du tout au sérieux. Enfin, si je mets un club 16e ou un autre qui est 4e, ça choque des gens. Les gars, ça reste des prédictions. Chacun a ses prédictions. Et je suis vraiment mort de rire en pensant au retour parce que vous allez voir, j'ai vraiment des hot takes, donc on peut dire ça, des prédictions super méga risquées. Vous allez, je pense, crier. Pour certains, ça va vraiment crier. Je vous invite, même si la vidéo elle est sûrement extrêmement longue, à la regarder de bout en bout. Et je vous invite surtout à rester vraiment bien à la fin parce que c'est possible qu'à la toute fin de la vidéo, je modifie deux, trois trucs pour justement le classement final. Les gars, j'ai déjà assez parlé. Je vous propose de commencer directement et on fait comme d'habitude un petit peu de suspense au lieu de commencer directement par le champion, la LDC ou les relégués ou quoi. Je vous propose qu'on commence d'abord par le ventre mou et on fera petit à petit voilà, du truc le moins intéressant, on va dire, jusqu'au plus intéressant. Parlons-en. N'hésitez pas à balancer évidemment votre petit classement. Et là, je sens que je vais aller contre les gens, mais c'est même pas voulu. C'est juste que ma réflexion a poussé à des trucs assez perplexes sur certains aspects. Les gars, on va commencer. Parlons un petit peu du ventre mou. Je vous propose de commencer par le 12e de cette liste et le 12e de la Ligue 1 25-26 que j'ai choisi. On commence déjà par un truc qui est très chaud, mais vous allez voir que ça va être ça à peu près toute la vidéo ou presque. Et bien, vous savez quoi? Je vous propose de mettre Toulouse. Alors là, voilà, déjà, là, il va y avoir deux écoles. Toulouse, il y a beaucoup de gens qui les voient ici. Et d'ailleurs, anecdote, les gars, il n'y a aucune vanne. Je vous présenterai mes notes un petit peu pour tous les clubs, si jamais j'en ai. Toulouse, regardez ce que j'ai mis. J'ai mis 16e, point d'interrogation, club avec le feeling le plus bizarre, c'est vraiment le club le plus bizarre pour moi de cette Ligue 1, capable de top 8, comme de barrage. Mais bonne tactique et jeune, c'était notamment Idjouma, nous allons en parler un petit peu. Et en fait, c'est ça la grosse problématique que j'ai avec le TFC. Pour moi, le TFC, je vous l'ai mis en note 16e et pourtant j'ai envie de les mettre dans le ventre mou parce que beaucoup imaginent une saison cataclysmique pour Toulouse alors qu'il voilà, il y a quand même, je suis désolé, mais un effectif qui est loin d'être une des pires équipes de Ligue 1. Et je pense que c'est une équipe là, on la voit vraiment dans les derniers. Pourquoi? Parce que voilà, une très mauvaise préparation, beaucoup de matchs perdus. À l'heure où je m'exprime, je crois qu'ils ont fait un petit match nul face à une équipe espagnole. Je n'ai plus l'équipe, mais une équipe de Liga, ok. Mais vous savez, quand on voit d'autres équipes qui ont vraiment beaucoup plus de difficultés, je pense que Toulouse a une base qui est solide. Je sais pas si j'ai mis base solide sur mes notes, mais voilà, j'ai d'autres notes, mais base, ouais, bonne base, tactique aussi, ouais, tactiquement parlant, moi j'aime bien cette équipe. Et mine de rien, la colonne vertébrale toulousaine, moi je la trouve bonne. Reste ne peut pas faire une pire saison que la saison dernière. Alors, sans vouloir rentrer dans l'extrême non plus, Reste a eu des bons matchs, mais si on prend la globalité de sa saison, elle n'est pas suffisante pour un gardien de cette stature. Je pense que Reste sera meilleur. Cresswell, normalement, devrait rester. On verra bien ce qui va se passer au niveau du mercato. Ce serait vraiment, vraiment intéressant. Il y a d'autres joueurs qui sont vraiment pour moi très, très importants, comme Sidibé, extrêmement sous-côté, Caceres, Siro. On espère qu'il restera côté Toulouse. Il a été vraiment très bon. Je pense à des joueurs assez sous-côté, notamment Donum. Il y a quelques recrues. On verra un petit peu ce que va donner Mario Sauer, à quel point il peut être pertinent. Parmi les jeunes, Gboho pourrait partir. On espère qu'il reste. Mais Edjouma, très très gros talent, attention les gars, 19 ans. Lui, je suis très curieux, bientôt 20 ans, attention. Et Hidalgo, le nouvel avançant pour remplacer Abouklal, à voir à quel point il peut s'imposer, est-ce que ce sera Magri ou quoi. Mais globalement, moi je trouve vraiment qu'on sous-cote Toulouse. On a peut-être cette idée d'équipe voilà, qui a fait une prépa calamiteuse, donc il va couler. Honnêtement, Toulouse, avec l'effectif qu'il y a, ça peut tomber, hein. Franchement, on avait des effectifs de Ligue 1, même la saison dernière, Reims, c'est quand même un effectif qui est bon. C'est tombé en Ligue 2, après les barrages. Relégué 17 et 18e, ça me paraît une folie furieuse, franchement. 16e, à part s'il y a une méga crise de confiance, je pense qu'on va aller sur la deuxième place. Je vais pas les mettre non plus gros, parce que pour moi, c'est une équipe qui a quand même un gros potentiel. Vraiment, je l'avais évoqué à peu près toute la saison dernière. Mais là, je vais aller un peu à contre-courant des gens qui pensent vraiment
voir une saison catastrophique pour Toulouse et se battre jusqu'à la fin pour le maintien. Je pense qu'il y aura une forme de bataille pour le maintien. Tu peux être 12e et être, par exemple, à 5 points du barrage, tu vois l'idée, mais peut-être moins qu'on attend. Les gens ont peur parce que Toulouse n'a pas fait un mercato de fou. Mais je me dis que les quelques petites pistes qui ont été cherchées, attention à voir. Et les pertes, mine de rien, ok, c'est des pertes qui sont un peu problématiques à Bouclal, mais c'est aussi, on va dire, à Bouclal, beaucoup, beaucoup de déchets à la finition. Donc, à suivre un petit peu ce que ça peut faire d'ailleurs Soiseau, bah, qui est parti côté Séville. Je crois qu'ils ont apporté Séville. C'est aussi gênant, mais écoutez, les gars, je vais mettre Toulouse ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais on va déjà voilà, mettre Toulouse ici. À la 11e place, j'ai mis un club, je pense, relativement évident. Alors, pour moi, pas trop de surprise sur ça. Peut-être la surprise, ce serait de les voir un peu plus bas. Je parle évidemment du Stade brestois. Alors, il y a surprise et surprise. Je vais essayer de vous développer un petit peu ça. Je tiens quand même à préciser que le Stade brestois, c'est quand même maintenant devenu limite une référence hein, en France depuis quelques saisons. On se souvient que la dernière saison, ils ont fait un classement bas. C'était en 22-23 où ils ont fait 14e. La saison légendaire de Brest, elle était à la 23-24, 3e place, absolument merveilleuse. Et la saison dernière, bah, mine de rien, tu as été 9e. C'est vraiment très très satisfaisant, sachant que tu as joué la Ligue des Champions, que tu es sorti de la phase de poule et que tu as affronté, malheureusement pour toi, le futur champion d'Europe. Bravo, bravo. Et qu'est-ce que j'ai noté? Alors, je crois que j'ai pas noté beaucoup de choses pour Brest. J'ai noté, voilà, uniquement si Camara, Lesmelou, etc. restent. Sinon, je peux avoir un petit peu peur côté Brest s'il y a des pertes majeures. J'ai un peu peur pour ça parce que, mine de rien, Brest est un effectif qui est honnêtement qualitatif. Alors, assez intéressant quand tu regardes la valeur marchande de l'effectif des clubs. Bon, il y a beaucoup de clubs qui sont très serrés. Brest n'a pas l'effectif évidemment le plus cher de Ligue 1, mais bon, comparé à d'autres, c'est quand même un peu plus. Et il y a quand même des joueurs d'expérience. Les pertes côté Brest, elles ont été gênantes, ok. Bizot, pour moi, sera la perte la plus importante côté Brest, ça me paraît évident. Maintenant, je me demande un petit peu ce que ça peut faire. Bon, mine de rien, tu as Mayeki, alors je prononce très très mal son nom, qui a joué à Monaco en Ligue des Champions. Dans les faits, oui, c'est un gardien qui a fait beaucoup d'erreurs et honnêtement, je préfère Bizot. Il est qualitatif, on a déjà vu des matchs très satisfaisants de lui à voir. T'as une charnière, enfin une charnière, t'as une base, encore une fois, une colonne vertébrale qui est qualitative. Tu as notamment le Cardinal qu'on connaît depuis quelques temps, Chardonnay, bon, c'est un taulier, etc. Mais parmi les joueurs extrêmement bons, Lespelou, clairement, Camara, ok, Magnetti à voir s'il peut enchaîner. Les gars, Brest, c'est quand même une équipe qui a un sens. On peut pas le nier avec Del Casio qui devrait rester normalement. On verra bien, il y a Jorg que j'aime beaucoup, je le trouve très fort. N'oublions pas une chose, les amis, quand même, évoquons, je le vois pas, ici, Bradley Loco, qui devrait revenir. Loco est très 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 bon. Nous verrons un petit peu ce qui peut se passer. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire concernant Brest? Non, je pense que c'est à peu près bon. Non, je pense, voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire. En fait, je pense qu'on peut un peu sous-coter Brest et à part s'il y a des pertes majeures, je les vois pas non plus trop bas. S'il y a des pertes majeures, alors pour moi, on est plus au niveau des rescapés. Je vais les mettre 11e. Je m'attends à une bonne saison côté Brest qui n'a pas l'Europe à jouer. Peut-être meilleur que ce qu'on attendait, mais disons qu'en Europe, ce serait un peu pour moi fou. Je vais les mettre 11e ici. Bon, parlons un petit peu du 10e. Alors le 10e que j'ai envie de vous proposer, je sais pas si c'est une surprise, je pense que là, pour le coup, je vais aller dans le sens des gens. Je m'attends à un club ben, un peu nouveau, voilà, qui revient en Ligue 1. Je crois qu'il est peut-être été en Ligue 1 une ou deux fois, je vous avoue, je sais plus trop. Et ben, je parle évidemment du Paris Saint-Germain. Bon, on va arrêter la blague. Je parle évidemment du Paris FC. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Là, je pense qu'il peut y avoir évidemment de la divergence, mais Paris FC, alors j'avais noté quoi très rapidement? Tac, on va voir ça. Paris, ouais, 10e, ok, je vais les laisser 10e, probablement le meilleur des promus, notamment avec le Mercato. Ouais, je pense que c'est quand même le promu qui a le plus de chances de se maintenir, en fait, pour une raison très très simple. Oui, on parle pas que de Mercato, maintenant il y a une vérité. Bon, le Paris FC, c'était quand même une vraie base solide en Ligue 2. Une changement de dimension, hein, très clairement, mais surtout des recrues qualitatives. Je suis désolé, mais à un moment, quand tu fais Otavio, qui est vraiment, vraiment, pour moi, une recrue super méga intelligente, mais au-delà de ça, j'ai envie de vous parler un petit peu de Ligue 1. Otavio, il vient de Porto, il est jeune, beaucoup d'espoir. Parlons de Ligue 1, parlons simple. Bon, t'as Moses Simon. Bon, si vous me suivez sur la chaîne, vous savez très bien que je considère que c'est un des joueurs de Ligue 1, allez, les plus sous-cotés depuis 3 saisons à minima, tellement important pour le FC Nantes. On parlera après de Nantes. Oui, pour moi, Simon peut totalement apporter à ce Paris FC. On garde les joueurs extrêmement importants de la saison dernière, notamment, je le vois pas ici, bon, Jean-Philippe Crasso, on peut l'évoquer, mais j'aimerais parler, voilà, Maxime Lopez, évidemment, je vous laisse imaginer à quel point il a été bon. On parle même d'Aïdara, de Leipzig, potentiellement à Paris. Bon, je m'attends à une saison, alors, pas non plus top 6, top 5, ça me paraît un peu trop, parce qu'il y a quand même des concurrents majeurs pour ces courses à l'Europe, mais pour une saison, où tu es en Ligue 1, où tu vas un petit peu structurer ta nouvelle dimension et faire un bon truc. Je m'attends vraiment à voir le Paris FC se maintenir. Je me dis que, bon, allez, si tu as un peu de mal ou quoi,
pourquoi pas finir vers la 15e place ou quoi, mais j'ai un peu de mal. Il y a des joueurs d'expérience, OK, peut-être l'effectif le plus âgé d'ailleurs de Ligue 1. Tu as des joueurs qui ont été vraiment bons, qui connaissent la Ligue 1, voilà, comme Maxime Lopez ou quoi, Cafaro, Crasso, et évidemment Moses Simon, je l'aime énormément, Otavio peut être très fort. En vrai, je suis plutôt optimiste hein, pour les Parisiens. 10e, ça me semble assez OK. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Alors, vous savez quoi, les gars? On va arrêter le ventre mou ici parce que la 9e place et la 8e place, c'est possible que ça vous choque, donc on va en parler un petit peu après. Et si on parlait un petit peu des rescapés. Alors les rescapés, on va commencer je pense par le 15e. Alors j'ai beaucoup beaucoup réfléchi, j'ai quand même dégagé à minima un club. Le reste évidemment beaucoup d'hésitation. J'ai envie de vous parler alors d'un club qui honnêtement a vraiment fait pour moi une très bonne saison. La saison passée, je sais que voilà il y a pas mal de gens de cette communauté, dont un ami assez proche à moi, il se reconnaîtra. Ouais, je vais parler un petit peu de la GIA. Et la GIA, regardez un petit peu ce que j'ai marqué dans mes notes. Alors, bon, ça, j'ai vu tout à l'heure, voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Au CR de base, je les avais mis 16e. Après réflexion, 16e, je me suis dit, bon, vous allez voir un petit peu après, mais je me dis là, je vais le mettre 15e avec quand même une saison compliquée pour Auxerre, parce que comme je l'évoque, perte majeure, très peur pour eux, mais cela dit, à Ousmane notamment, qui a été fait, c'est cool, Danois reste toujours là, et en fait, c'est exactement ça. Il y a une situation aujourd'hui pour les Auxerrois qui est très particulière, c'est un des effectifs les moins valorisés de Ligue 1 aujourd'hui, ça c'est une vérité. OK et en fait, ce que je voulais dire à part cet effectif, malheureusement pas très, très bien valorisé, les pertes, elles sont pour moi importantes. Vous perdez Perrin, vous perdez Joubal, c'est gênant. Quoi qu'on en dise, c'est gênant. Le pire, c'est que les 2 sont partis à Krasnodar. Bon, ils vont sûrement s'entendre. Haussmann, pour moi, est une vraie bonne recrue. À voir un petit peu ce que ça peut donner. Après, je vais pas faire, l'expert, je ne saurais pas vous dire à quel point c'est qualitatif. Mine de rien, il y a des joueurs relativement bien qui restent. Sinayoko, franchement, il connaît une vraie, vraie belle période. Est-ce qu'il pourrait rester? On va espérer. Je pense vraiment que Danois est très, très sous-coté. Pour sûr, un des joueurs à suivre côté AGIA. Je pense vraiment qu'il peut être très, très bon. À suivre un petit peu pour le reste. Ça va être compliqué. Franchement, ça va être compliqué. Il faudrait espérer un Donovan Léon qualitatif qui a été un des meilleurs gardiens de Ligue 1 la saison dernière. Assez sous-coté, les gars. Léon, il est une des raisons pourquoi Auxerre fait une bonne saison. Léon a été vraiment très bon. Si Léon est un peu moins bon, j'ai peur. C'est pour ça que j'avais mis 16e dans mes notes. Je vais les monter à 15, mais je m'attends à une saison compliquée pour les Auxerrois, avec toujours une bonne base à la maison. À suivre. Bon courage aux amis Auxerrois en tout cas. Bon les gars, est-ce que vous êtes prêts pour, je pense, la première grosse hot take avec Toulouse? Grosse prédiction risquée. Je pense que je vais aller contresens vraiment sur beaucoup, beaucoup de personnes. En 14e place, chez les rescapés, je vais mettre le SCO d'Angers. Alors là, je m'attends à du bruit. Là, je m'attends à du bruit. Forcément, parce que, allez, je connais pas la tête des gens, mais dans ma tête, beaucoup vont mettre globalement Angers, Le Havre, Metz dans les 3 derniers. Ok. Ce qui est largement possible. En vrai, le SCO finit là, c'est comme ça. D'ailleurs, regardez encore une fois un truc pour vous dire, hein, je suis vraiment, j'essaie d'être transparent avec vous un maximum. Dans mes notes, j'avais ça. Angers 17e. Je mettais Angers 17e. Avant de faire cette vidéo, j'ai vraiment refait globalement ma liste et je me suis posé les questions un petit peu globalement. J'ai mis sous-côté, bonne base tactiquement. Bon. En fait, pour moi, Angers, c'est une équipe sous-côté. Alors oui, oui, c'est réellement une équipe qui a une probabilité d'aller en Ligue 2 qui est importante. D'ailleurs, Angers, c'est l'effectif le moins valorisé de Ligue 1, très honnêtement. Mais le mec que j'ai, qu'est-ce qu'il est? Déjà du jeu. Du jeu, hein, le coach de cette équipe, pour moi, ils sont cotés en Ligue 1 et surtout, mine de rien, collectivement parlant, eh ben, je suis désolé, peut-être ça va pas plaire à certains, mais regardez Angers, c'est loin d'être une équipe mauvaise. Elle peut être séduisante, alors être séduisante ne te garantit pas du tout des points, mais a su faire le dos rond quand il le fallait, même face à des équipes comme le PSG, où on a vraiment vu un Angers bah, qui n'était pas en méga souffrance non plus. L'effectif est très léger, effectivement, mais avec des petits espoirs. Abdelli est un taulier, je l'imagine peut-être partir. Alors si Abdelli part, les gars, voilà, c'est pour ça que je vous dis, je sais que certains n'aiment pas que cette vidéo sorte pendant le mercato, mais les gars, c'est le but un petit peu de faire des vidéos prédictions tôt dans la saison, comme ça au moins on se mouille à fond. Si Abdelli part, c'est très compliqué. Yaya Fofana pourrait partir aussi, ce serait très problématique pour les Angevins. Mais Kofi a été pris. Kofi, j'aime beaucoup. Kofi, j'ai trouvé vraiment une bonne période à Lens, très intéressé par ce qu'il peut donner. Mine de rien, tu as quand même, je trouve, une certaine qualité, même au niveau de ta jeunesse. Je pense à Biumla, notamment, je prononce peut-être mal. J'attends de voir, j'attends vraiment de voir, mais je trouve vraiment que c'est une équipe où on ne donne pas assez de crédit. On donne pas assez de crédit. J'espère vraiment qu'Abdelli va rester. Mouton, quand même, été un vrai, vrai espoir à Saint-Étienne, il est arrivé. Je suis assez curieux de voir notamment ce qu'il peut donner le shérif
Sidiki qui a vraiment 18 ans, les gars, très, très jeune, il va faire 19 en fin d'année et évidemment, peut-être le joueur le plus valorisé de cet effectif, je sais pas, Le Paul, qui est un des attaquants de Ligue 1 qui marque le plus de buts, proportionnellement, au nombre de ballons qu'il touche. Il touche quasiment aucun ballon, mais il marque des buts. Le Paul est important. Ma hot take, vous en pensez quoi? Angers, 14e, je les vois se maintenir. Allez, pourquoi pas espérer un truc de fou. D'ailleurs, la saison dernière, Angers a vraiment vécu une bonne période à un moment et au final a fini 14e. À 3 points, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis 12e, 13e, 14e. Regardez un petit peu l'écart de points qu'il y a entre le barragiste et le potentiel 13e. Vous voyez que ça va être très serré. Ça va être une saison de souffrance pour les Angevins. Et pourquoi pas écrire un petit truc. En tout cas, les Angevins, si vous êtes là, n'hésitez pas à vous manifester, n'hésitez pas à me dire quel est votre feeling. Bon, par rapport au 13e, et là pour le coup, je suis resté à peu près sur mon idée, je vais mettre le FC Lorient. Ouais, voilà, 13e, alors c'est peut-être un petit peu haut pour un promu. Bon, Paris FC, c'est un petit peu particulier, mais j'avais noté ceci pour Lorient. 13e, voilà, je suis resté sur mon idée. En fait, pour moi, c'est un peu trop solide pour descendre, rien qu'avec notamment Avom, Talbi. Évidemment, il faut qu'il reste. Je pense que c'est une équipe, allez, je vais pas dire sous-côté non plus, qui a été réellement très performante en Ligue, en Ligue 2. Alors, il y a eu des pertes, je pense notamment il a Junior dans son nom, Eli Kroupi Junior, qui pour moi, évidemment, est une perte importante. Mais franchement, Lorient, je les trouve franchement bons, hein. Je pense qu'en plus, d'un point de vue mercato, c'est honnêtement satisfaisant pour un club de cette stature, mais vous avez globalement une équipe qui est en confiance, qui produit un bon jeu. Et en fait, je m'attends. Vous voyez Lorient, vous voyez Auxerre la saison dernière, enfin la saison d'avant encore Ligue 2, peut-être une saison à la Auxerre, c'est-à-dire beaucoup de choses satisfaisantes, assez bien. Et au final, en vrai, t'es assez tranquille. Je pense que globalement, le joueur absolument à suivre côté Lorient, j'espère qu'il va pas partir, c'est Arthur Avom, tellement bon. Franchement, les gars, branchez-vous sur lui. Il a 20 ans. Franchement, je le considère vraiment un joueur d'avenir. Je ne sais pas où il ira, lui, mais très, très curieux de voir. Il y a des joueurs vraiment tauliens dans cette équipe, comme Talbi, qui a été très satisfaisant la saison dernière. Et j'ai un feeling plutôt positif. Dans les faits, est-ce que Lorient peut vivre une saison très compliquée? Oui. Honnêtement, voilà, je les mets 13e. Bon, tu peux être 13e. Voilà, tu peux ne pas être barragiste, mais tu peux avoir 3 4 points d'écart avec le 16e, évidemment. Je ne m'attends pas non plus au football total côté Lorient. Voilà, il y aura beaucoup de défaites, c'est clair, il y aura peut-être des scores, mais je m'attends à une bonne saison. Ok, on verra bien. Qu'est-ce que j'ai autre chose à rajouter concernant cette équipe-là? Bah, pas vraiment, si ce n'est que c'est une équipe en fait qui est vraiment dans une bon état d'âme. Franchement, c'est redescendu, je crois que ça fait Ligue 1, Ligue 2 et c'est remonté en Ligue 1. Moi, je les imagine bons, malgré la perte des Croupies. Assez curieux de voir ce que ça peut donner. Je vais mettre Lorient 13e. Vous me dites ce que vous en pensez. Là, nous allons rentrer dans les moments où forcément ça va parler, c'est sûr et certain, et où c'est extrêmement compliqué. Le barragiste et les deux derniers. Alors, globalement, vous avez compris, hein, au niveau des rescapés, je m'attends à ce que globalement ces équipes-là jouent le maintien. Bon, ça c'est normal, mais qu'il n'y ait pas forcément un écart énorme, comme on a pu voir sur la saison dernière. Je vous laisse regarder Reims à 33 points, Le Havre 34, Angers 36, Nantes 36. Vous voyez un petit peu, il y a littéralement 3 points d'écart sur 4 équipes. Je m'attends à quelque chose comme ça. Ok. Qui est le club que j'ai mis barragiste? Et là, comme vous l'avez vu, je me suis vraiment, vraiment posé beaucoup la question. Je vous ai dit Toulouse potentiellement 16e, Auxerre potentiellement 16e. Et ben là, en barragiste, j'ai décidé de mettre le fameux club que je mets dernier depuis 2 saisons, que j'ai pronostiqué dernier il y a 2 saisons, que j'ai également mis dernier la saison dernière. Eh bien, cette fois-ci, je vais les mettre barragiste, c'est bien Le Havre. Et regardez encore une fois, dans mes notes, j'ai ça. J'ai mis le Hague dernier, mais en fait, voilà ce que j'ai noté. Et s'il faisait barrage plus maintien, équipe très valeureuse et bon gardien. C'est ça qui en fait que j'ai revu. Quand j'ai fait un peu les revues d'effectifs et ma pensée, parce qu'au-delà d'effectifs, au-delà du mercato, j'essaie de me poser la question à quel point ça joue bien ou non, à quel point tactiquement c'est intéressant, à quel point il y a des tauliers ou pas. Et vous savez quoi? Après, on verra. Peut-être que la seule fois où je mets pas le Havre au dernier, bon, ils vont finir dernier, hein. Mais comme je vous l'ai dit, beaucoup, je pense, imaginent le Havre, mais c'est Angers dans les 3 derniers. Je vois le Havre dans les 3 derniers. Franchement, pourquoi pas 15e à 1 point. Mais là, je me dis, le Havre, c'est quand même une équipe qui, globalement, en fait, c'est échappe à rien, quoi. Si on regarde voilà, les dernières saisons du Havre, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est la saison 24-25, 15e à 1 point. 23-24, 15e à 3 points. Ouais, là, je me dis, ça va finir barragiste, mais comme j'ai noté, et s'il se maintenait après être barragiste? Et pourquoi pas?
Et pourquoi pas, Le Havre nous a procuré une émotion absolument exceptionnelle en battant Strasbourg ou en égalisant, je sais même plus, à la dernière seconde, Abdoulaye Touré. Et en fait, voilà, effectivement, Le Havre, c'est le deuxième effectif, le moins coté de Ligue 1. Ça, c'est très clair. Je suis pas en train de vous vendre l'équipe. Voilà, non, c'est un club qui est compliqué. Maintenant, le mercato, franchement, à vrai, il est fort, il est fou. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de recrues. Des recrues libres et en plus des recrues intéressantes. Je pense à Seco, j'avais un petit peu vu Seco, très intéressant, même d'un point de vue data. Maurizio, j'aime beaucoup. Dio, il a vraiment été pour moi sous-coté, avec Clermont notamment. Ben, il arrive en Ligue 1, ok. Alors à voir, tu as perdu certains joueurs importants, je pense notamment je comprends avec Metz, pardon, excusez-moi, mais tu perds des joueurs qui ont joué notamment d'espace, ok, même si c'est clairement pas le joueur le plus taulier, je pense que Dio peut être vraiment un joueur bien bien plus important. À voir, tu gardes tes joueurs importants, notamment Abdoulaye Touré, je pense qu'il y aura beaucoup beaucoup d'attentes envers lui encore une fois. Keshta, pour un petit peu ce rôle très très polyvalent, assez créatif. On verra bien. Il peut, je pense, totalement rester de la jeunesse. On verra un petit peu ce que ça peut donner. Soumaré, je suis intéressé. Issa Soumaré, évidemment, l'ailier. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à voir. Loïc Nego, hein, évidemment. Je suis curieux. Et je me dis, Le Havre, voilà, on les voit quasiment tous derniers. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas une bonne saison pour Le Havre, qui va être sur la dynamique de la saison dernière où je vais essayer de vous retrouver ça. Mais voilà, je vous ai retrouvé par exemple ça. En fait, j'ai trouvé que Le Havre sur la saison dernière, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrain. Franchement, beaucoup de matchs remportés en fin de match. Enfin, je sais pas si c'est des matchs remportés, mais à minima, oui, des matchs remportés et des matchs nuls tenus. Contre Monaco, contre Paris, en vrai, c'est vraiment, vraiment pas si pire. Voilà, tu fais franchement des victoires très, très, très clutch sur la fin de saison. Énormément de mentalité. Et pourquoi pas une bonne saison pour les Havrais. En tout cas, nous verrons bien. Je vais les mettre 16e pour ce classement-là. Bon, du coup, les deux derniers, les gars, je pense que là, vous commencez à voir les clubs qui restent. Bon, très logiquement, il y a certains clubs qui ne seront pas dans les derniers. Ouais, vous vous en doutez que là, il n'y a pas un très bon feeling pour certains. Et on va commencer par le dernier, le club que j'ai décidé de mettre très logiquement. En vrai, je pense que là, pour le coup, il n'y a pas trop de surprises. Dernier de Ligue 1, que j'imagine redescendre directement en Ligue 2, bah, c'est évidemment, sans trop de suspense, le PSG. Après, c'est quelque chose d'assez logique. Je suis vraiment un gamin, vraiment. Je suis un gamin. On va arrêter le suspense. Je vois le FC Metz. Désolé pour les Messins, je sais que voilà, ils sont quand même quelques-uns sur la chaîne. Je vous salue les gars. Re-bienvenue peut-être sur la chaîne entre le passage de la Ligue 1, Ligue 2 à la Ligue 1. Mais en fait, c'est très court. C'est trop court. Je sais pas. En fait, pour Angers, pour Le Havre notamment, j'ai des arguments qui me font dire, allez, il y a des tauliers, il y a une connaissance de la Ligue 1, il y a eu des grosses perfs, notamment sur la fin de saison. Tactiquement, il y a des choses. En fait, Metz, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai mis dans mes notes? Tac. Je l'avais mis 15e. Assez intéressant. Mais très mauvais feeling, effectif trop juste. Ouais. Vraiment, j'ai juste mis ça. Et globalement, ce que je voulais développer, c'est que l'effectif est vraiment très juste. Je sais pas quoi vous dire. Alors, ils ont recruté Jonathan Fischer, danois, gardien, ok, qui évolue, je crois, dans un club. Ouais, j'allais dire groenlandais. Il a le drapeau du Groenland, mais un club norvégien. L'effectif me paraît tellement léger, quoi. Tellement léger, sincèrement, les gars. Il y a eu des pertes, je pense à Udol notamment. Bah, il y a eu des pertes, hein, de toute façon, pour le FC Metz. Vous me dites ce que vous en pensez, les gars. Je suis quasiment incapable de vous développer quelque chose sur Metz parce que je sais, pour moi, il y a quasi rien. Le gros espoir de Metz, c'est Gauthier Hein. Hein, c'est vraiment un espoir pour moi parce que ce joueur-là est vraiment bon. Il a fait des grandes choses avec Auxerre, il a fait des grandes choses avec Metz la saison dernière. Mais en fait, quand je vois Metz, c'est sans manquer de respect, les gars, évidemment, vous comprenez que je suis pas du tout dans cette optique-là. Mais quand je vois Metz, je me dis, c'est un effectif de Ligue 1 et demi. C'est très très compliqué pour la Ligue 1, mais c'est un peu trop fort pour la Ligue 2. C'est pour ça qu'il y a ce même de l'ascenseur. Ce qui est terrible, c'est que ça fait l'ascenseur, mais c'est incroyable. Si on se rappelle, mais c'est combien de descentes, combien de montées? On va revoir ça rapidement, regardez. Hein. Mais saison 25-26, ça va être de la Ligue 1, mais 23-24, c'est la Ligue 1. 21-22, ils font l'ascenseur, quoi, littéralement. Et 21-22, ça termine, ouais, avant-dernier, d'accord? Un point du barrage. 23-24, ça finit barrage, je m'en souviens, ils ont perdu contre saint. Je pense que vous comprenez, les gars, j'ai un mauvais feeling pour Metz. J'ai quasi rien à dire. Pour moi, c'est un effectif trop juste. L'effectif est trop juste. Ça peut être intéressant, mais ça va être une saison de souffrance extrême. Pour moi, tous ces clubs-là vont souffrir à peu près Lorient, Angers ou quoi, Auxerre. Mais Metz, je m'attends à de la souffrance extrême. Et je ne vais pas considérer les matchs de préparation un peu comme Toulouse. Voilà, ils ont perdu notamment 8-0 contre Offenheim parce que c'est des matchs de prépa. Mais globalement, je vois vis-à-vis de toutes ces autres équipes,
Je m'attends à voir mes souffrir. On verra bien, les gars. Il faut bien mettre des relégués. Je vais mis le FC Metz. Bon, du coup, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense, n'est-ce pas, pour l'avant-dernier. Bon, vous en doutez, je vais pas mettre certaines équipes. Et ouais, j'ai jamais mis Nantes dans les deux relégués. Franchement, je crois que de mémoire, Nantes sur les deux dernières saisons, je les avais mis 16e et peut-être 15e. Et je salue les Nantais de cette chaîne, je sais qu'ils sont beaucoup et je sais que voilà, je vais avoir sûrement des commentaires des Nantais qui vont pas être contents. J'ai peur. J'ai très peur, je sais même pas ce que j'ai noté très rapidement pour Nantes, ouais. Je sens le crash. J'avais mis 14e. Regardez, pour vous montrer, hein, quand même, j'essaie de faire la part des choses. Quand j'avais fait mes notes, ces dernières heures, j'avais mis Nantes 14e. D'accord, les gars? Mais j'ai mis, je sens le crash, perte énorme, perte énorme. Mais jeunesse intéressante, interrogation, qui t'a investi. En fait, c'est ça. Je trouve qu'il y a un paradoxe nantais. Je suis hype côté nantais. C'est très bizarre parce que, alors, le coach qui arrive, Luis Castro, est vraiment intéressant. Il a fait vraiment de grandes choses, notamment avec Dunkerque. Bonne équipe et tout. Il n'y a pas de problème. Mais, il y a un mais énorme. Il y a un mais énorme. Les pertes côté nantais. S'il vous plaît, ça n'a pas de sens. Il y a des joueurs tauliers en plus depuis toujours qui sont partis. Palois, plein d'autres sont partis. Castellito, Augusto, Chirivella, je suis désolé, je ne prononce mal son nom. Augusto, je l'ai dit. Zézé, transfert encore, je crois, pour Nantes. Et surtout, Moses Simon, un des tauliers absolus de Nantes, un mec qui se tâtait énormément pas pour de la Ligue 1 et pour une équipe comme Nantes qui avait très peu le ballon. Moses Simon est parti. Moses Simon est parti. Et je pense qu'on l'oublie énormément. Alors, la grande question, c'est qu'aujourd'hui, on regarde l'effectif de Nantes. Évidemment qu'il n'y a pas des milliards de joueurs ultra, ultra cotés. Mais il y en a un. Il y en a un qui est très, très, très coté côté nantais. Il y en a un qui est devant tout le monde, c'est Mathis Ablin. Si Ablin part en plus, soyons un moment clair, ça va être très compliqué. Il y a une jeunesse intéressante. Je note évidemment le roux. Très logique. Ablin, bah, s'il reste, forcément, ça assure. Il y en a un autre que je suis très, très intéressé. Je ne sais pas si on le voit ici. Tac, tac, tac. Je crois que Tabibou, pardon. Lui, je crois qu'il est vraiment assuré également. Il y a des joueurs intéressants. Il y a de la jeunesse intéressante, comme je l'ai évoqué dans mes notes. Je m'attends à une saison de crash. En fait, je m'attends. Il faudrait revoir un truc. Nantes, c'est quoi les dernières saisons? Regardez. On va regarder factuellement, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est Nantes ces dernières saisons? Nantes, 24-25, 13e, ok. Peut-être une meilleure saison en vrai, mais regardez, 3 points. 3 points du barrage, ça, c'est à considérer. 23-24, 14e, 4 points du barrage. Vous vous rendez compte, hein? 22-23, 16e, 1 point d'être relégué parce qu'il y avait 4 relégués cette saison-là. 21-22, la meilleure saison de Nantes, assez incroyable, avec un autre effectif évidemment. Et 20-21, regardez 20-21 s'il vous plaît. Barragiste. Nantes frôle trop la catastrophe. Et à un moment, je pense que tu dois malheureusement tomber. Et c'est dommage parce que ce club-là, personnellement, vous demandez mon avis, je ne veux pas voir Nantes descendre en Ligue 2. Franchement, c'est un club qui est historique, qui pour moi est même important pour la Ligue 1 vis-à-vis des derbies, notamment avec Rennes. Et qui est vraiment, vraiment, j'aime beaucoup la Beaujoire. Et ça ferait mal, franchement, de voir Nantes tomber. Mais on sait que la direction, ça va pas. On sait que Kita n'est pas aimé à un moment. Il y a de l'argent, je pense, à Nantes. Il n'y a pas d'investissement. Franchement, il n'y a pas d'investissement. Il faut arrêter ça. Le mercato nantais, c'est quoi? Ouais, soyons un moment sérieux. Je pense vraiment que Nantes n'investit pas assez et ça me désolerait, mais je me dis, ils frôlent trop la catastrophe pour toujours se sauver. Et je vois malheureusement le FC Nantes tomber en Ligue 2 à l'issue de cette saison. On en reparlera. Bon, les gars, maintenant qu'on a parlé un peu du bas de tableau, je vous propose de parler du haut du tableau qui va intéresser évidemment beaucoup de monde. Et avant de parler, je ne l'ai pas oublié, les deux du ventre mou, je sais que ça va faire parler, je vous propose de parler un petit peu d'Europe. Comme ça, on laisse le suspense, on aime ce suspense, n'est-ce pas? Et parlons un petit peu du septième que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Alors, le septième, là pour le coup, je pense quand même que vous pourriez être d'accord avec moi. De toute façon, ça va être extrêmement serré. Je m'attends globalement à aller la quatrième, 4 à la huitième place, très serré. Très serré la course à l'Europe globalement. Et pour la septième place de ce classement, qualifié en Europe, ou plutôt qualifié au barrage de la Conférence League. Alors, je me souviens plus trop toujours hein, des critères exactement, mais en fait, je me fie vis-à-vis des dernières saisons. Quand on se souvient un petit peu, la saison 24-25, voilà, le septième était qualificatif pour les barrages. Et 23-24, c'est la même chose. Lens a pu jouer les barrages. Je constate que ça va être la même chose. C'est pour ça que j'ai mis Europe pour simplifier. Eh ben, en fait, je m'attends à voir le Stade Rennais. Voilà. Alors, le Stade Rennais, c'est une grande histoire, hein. Franchement, je pense que c'est une équipe qui a eu beaucoup trop de difficultés quand il ne fallait pas l'être. Alors, j'ai vraiment eu les deux extrêmes avec Rennes. La saison, il y a 2 saisons, j'avais mis Rennes sur le podium de Ligue 1. Podium de Ligue 1, au final, ils ont fait quoi? En 23-24, ils ont fait 10e.
Pour vous dire, la saison dernière, j'ai revu vraiment à la baisse mes attentes et je l'avais mis peut-être, ouais, 11e, 12e, un truc comme ça. Et au final, ils ont fini, bon, 12e, ok. Là, je vais revoir la chose positivement. Et en vrai, franchement, les gars, avec l'effectif Rennais qui est le sixième le plus coté de France, hein, franchement, ils peuvent faire une grosse saison. Ils ont globalement fait des joueurs forts à peu près toutes les lignes et ils ont un mercato très qualitatif. Alors, qui fait un peu grincer des dents certains supporters rennais, je peux comprendre parce que c'est des anciens Nantais. Rongier, Merlin, mais si on parle d'un point de vue footballistique, si on parle d'un point de vue objectif et lucide, Merlin et Rongier dans ton effectif de Ligue 1, tu donnes ça à n'importe quel club de Ligue 1 ou presque, il est extrêmement content. Enfin, il faut vraiment se rendre compte. À voir, tu as pris Frankowski, très intéressant. Alors, tu as eu des pertes, il faut quand même l'évoquer, il n'y a pas de problème là-dessus, mais je trouve que c'est compensé par les arrivées. Et en vrai, il y a quand même en vrai un truc qualitatif et compétitif. Je pense que si on regarde les valeurs marchandes de ce club-là, Kalimundo, alors il fait beaucoup grincer des dents, mais il marque beaucoup. Pour de la Ligue 1, il marque beaucoup, hein, Kalimundo. Blas devrait rester, donc on a parlé évidemment des recrues. Brissamba devrait se mettre à un niveau pour un peu meilleur. Il a été comme ci, comme ça la saison dernière, mais on sait que Samba peut être extrêmement bon. Jacquet, s'il vous plaît, formidable. Il y a un joueur dont j'ai envie de parler, où il est. Je ne le vois pas, mais là, voilà, s'il vous plaît, quand on parle de la formation rennaise, comment ne pas évoquer Meïté en ce moment 2007, s'il vous plaît, pour moi, tellement bel espoir. Et je mets Rennes septième. Dans mes notes, je crois que je l'ai mis septième d'ailleurs. Ouais, voilà, je l'ai mis septième. Avec cet espoir de me dire, et pourquoi pas le top 6. Quand je parlais avec mon pote il y a quelques jours, je mettais Rennes top 6. Au final 7, OK. Mais ce serait, je pense que ce serait une bonne saison pour, les Rennais. Enfin la remontée au classement, effectif qualitatif, je pense que j'ai pas grand-chose à développer de plus. Enfin une bonne saison pour les Rennais, ce serait bien, avec de la fiabilité. Rongier, Merlin, notamment Rongier, pour moi c'est fiable. Tu as un effectif solide. Abibay, seconde saison, acte 2, à voir un petit peu ce que ça peut donner. Acte 2, on va dire un et demi parce qu'il est là depuis quelques mois seulement. À voir un petit peu. Bon, pour la sixième place. Et là, je pense que ça va évidemment faire encore une fois un petit peu parler. Mais j'ai des raisons d'y croire. Heu, je vais parler un peu du gym, de l'OGC Nice. Alors, je sais que vous êtes pas mal les Niçois sur la chaîne, je vous salue les gars. Vous avez le droit de voir Nice un peu plus haut, mais je vais vous développer un peu pourquoi mes arguments de Nice sixième. D'ailleurs, je rappelle un truc, c'est que Nice, sur les précédentes saisons, qu'est-ce que nous avons? On a, voilà, on a tac, Nice d'ailleurs, bah, qui joue aujourd'hui, je viens de me rappeler, le match contre Benfica, je viens de voir passer. Donc on va quand même essayer de voir ce que ça peut donner. Nice, sur les dernières saisons, quatrième sur la saison dernière, 23-24, cinquième, d'accord, 22-23, neuvième, c'était pas une saison très bonne, et 21-22, cinquième. Donc vous voyez que globalement, 20-21, bon, je crois que ça avait. Non, c'était pas arrêté avec le Covid. Ok, neuvième également. En vrai, Nice, pour moi, c'est de l'inconstance. Je crois que je l'ai mis d'ailleurs dans mes notes. Tac, voilà. Nice, alors j'ai mis ceci. Diouf égale garantie d'être un minimum performant. Alors je vous lisais parler de Diouf parce que Bulka est un très grand gardien à Nice. Diouf est très très bon. Diouf est très 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 bon. Et j'aurais même dû mettre Diouf plus Boudaoui que je trouve phénoménal, excellent, franchement, un des meilleurs joueurs de Ligue 1 dans son rôle. Et en fait, quand tu as Diouf, tu as Boudaoui, tu as pour moi deux énormes garanties au niveau fiabilité, performance sur la saison. Donc à minima, comme je vous l'ai dit, minimum performant. C'est un club qui va être compétitif. Mais problème d'inconstance. Problème d'inconstance. Aïe, aïe, aïe. J'en parlais avec mon pote d'ailleurs, c'était là, mon gars, tu sais très bien. Je parlais de foot avec lui tout le temps. On évoquait Nice à 2 3 jours. On parlait un peu de tous les clubs de Ligue 1 et on disait pour Nice, purée, mais le projet, normalement, Inos, machin, on s'attendait tous à voir Nice extrêmement compétitif. Tellement dommage, quoi. Je suis deg pour Nice. Enfin, je me dis, c'est une équipe qui doit être tellement plus forte. Tellement plus forte. Voilà, et au final, bon, tu perds quand même des joueurs importants, hein, évidemment, ça c'est clair. Guessant qui est parti, Bulka qui est parti et tout, même si voilà, Bulka est remplacé. Diouf, taulier pour moi, direct. Bas, très très grand espoir pour Bas. Je ne l'ai pas forcément évoqué dans mes notes, mais Bas, à noter, parce que très solide au duel. Et tu as de la qualité. Tu as de la qualité globalement. Janssen, je suis assez intéressé, on verra bien. Tu perds Guessant qui est très gênant. On verra un petit peu au niveau des blessures, c'est aussi très problématique. Dombele, bon, Klose, c'est Restolier, Dante, c'est un peu la dernière saison, je crois. Ok, ok. Mais curieux un petit peu de voir ce que ça peut donner. Et évidemment, Boudaoui. Tac, l'Algérien qui est phénoménal réellement sur ces derniers temps. Sixième pour Nice, qui est quand même un bon résultat, qui se qualifiera en Europa League encore. Je m'attends quand même à voir Nice en Europa, un peu plus bas, ventre mou, et pourquoi pas en vrai, hein, à cause d'inconstance. Mais comme je l'ai mis, Diouf plus Boudaoui, minimum performance. Francaise est un grand coach. Francaise a globalement eu des vrais bons résultats avec ses équipes, notamment Lens. Et pourquoi pas Nice plus haut? Je les ai mis sixième, nous verrons bien. Et par rapport à la cinquième place,
Et là, on va commencer à rentrer dans la meilleure partie de cette vidéo. Les gars, j'espère que vous êtes installés parce qu'on est énervé. On va me prendre pour un fou, mais à un niveau. Les gars, premier degré, j'ai mis Lens cinquième. Et vous savez quoi? Je vous jure, là, regarde, putain, je suis en train d'hésiter, on verra à la fin des vidéos. Mais les gars, je vous jure, je suis à deux doigts de mettre Lens là. On va doser, on va les mettre cinquième. Alors, Lens, pourquoi cinquième? Là, c'est fou parce que le football, c'est pas que des chiffres, évidemment, c'est pas juste des valeurs marchandes. Parce que quand on regarde Lens, c'est quoi? C'est, regardez, c'est là. C'est à peu près ouais, c'est moitié. La valeur marchande, pas si bonne en lien. 99 millions d'euros de valeur marchande, les joueurs, hein. C'est beaucoup moins que Nice notamment ou quoi. Mais en fait, Lens, alors qu'est-ce que j'ai mis dans mes notes pour Lens? Je vais voir ça rapidement. Bon, en vrai, en vérité, les gars, j'ai pas mis grand-chose parce que je me rappelle, je devais développer un peu sur mon feeling littéralement parce que parfois c'est juste ça. Surprise majeure, point d'interrogation, sage plus tôt 20 égale GG, good game et feeling positif. Je ne saurais pas l'expliquer, mais j'ai un feeling très très positif pour le RC Lens. Il y a 2 saisons, je les avais mis, je crois en fait, pendant 2 saisons, Lens, je les avais mis à peu près milieu de tableau. Et en vrai, je pense que globalement, les gens vont les remettre au milieu de tableau, ventre mou et tout. Je crois que j'avais mis à peu près 8e, 9e sur les 2 dernières saisons. La saison dernière, bon, ils font 8e, OK, et la saison 23-24, ils font 7e, OK. Lens a un certain statut. Alors, le problème de Lens cette saison, c'est je suis d'accord avec vous, les gars, il faut pas à un moment se mentir, hein. Est-ce qu'il y a eu des pertes? Oui. Oui, il y a des pertes. C'est plus du tout le Lens hein, qui a fini seconde Ligue 1 à un point du PSG, je crois, un point. Il y a eu des pertes, voilà, toutes les pertes sont gênantes. Danso, il est parti il y a quelques mois. El Ainaoui, il est parti. Frankowski, il est parti. Medina est parti. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Maintenant, pour autant, est-ce que ça signifie que l'effectif est nul? Non. Agbonifo, sous-coté, très curieux de voir ce que ça peut donner. Baïdou, branchez-vous Baïdou. Baïdou, en vrai, là, vous savez, moi, ça me rappelle quoi ces recrues? Ça me rappelle les recrues lensoises, très intelligentes, qu'on va pas trop arriver chez les Danso, ou les recrues un peu folles, genre Roussanov, quand il est recruté ou quoi. Et Baïdou, je pense qu'il peut devenir taulier très vite. 21 ans, attention. Attention, tu gardes des joueurs, évidemment, importants pour cette équipe-là, qui connaissent la Ligue 1 et tout, il y a pas de problème là-dessus. Machado, entre autres et tout, hein. Mais surtout, et les gars, c'est peut-être ce qui fait la plus grosse différence. À un moment, les gars, on ne peut pas, je suis désolé. On va me dire, le football, c'est pas un joueur, et évidemment, je suis le premier à le dire sur cette chaîne. Mais les gars, je crois qu'actuellement, on est en train de sous-coter à un degré extrême Florian Thauvin à Lens. Mais quand je vous dis un degré extrême, c'est-à-dire on parle beaucoup d'Ansu Fati, de Paul Pogba à Monaco, je suis d'accord les gars, c'est de la hype, évidemment. Mais Florian Thauvin à Lens, ce serait une folie de ne pas le considérer. Parce que ce mec-là est très compétitif, il ne faut pas penser parce qu'il allait au Mexique, il ne l'est plus. Il sort d'une grosse saison en Italie. Et là, franchement, Lens arrive à le faire. Un joueur comme ça qui est second attaquant, attaquant de soutien, joueur très polyvalent offensif, il a tout pour j'allais dire exploser. Il a tout en tout cas pour s'imposer totalement à Lens, évidemment taulier. Et en plus, il connaît très très bien la Ligue 1. Il connaît la Ligue 1. Il a fait une très très grosse saison à Marseille à l'époque, où il marquait beaucoup beaucoup de buts. Pierre Sage est pour moi un des meilleurs managers de ce championnat-là. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui sait emporter un effectif et qui sait les consolider. Et je pense que c'est vraiment ce qui a beaucoup manqué à Lens la saison dernière sur la fin. C'était dur. Voilà, Will Steele, il y avait des problèmes aussi personnels, évidemment, on s'en souvient. Il y avait un effectif qui commençait à s'effriter. Je pense qu'avec Sage, il n'y aura pas forcément ces problèmes-là, parce que Sage est vraiment quelqu'un qui maîtrise énormément son effectif. Tellement curieux. Et si, voilà, les gars, moi je vous proposais de vous mouiller un petit peu dans cette vidéo-là. Ben, j'ai envie de me mouiller et j'ai envie de vous dire que Lens terminera top 5 de France. Et j'ai envie de vous dire que Lens sera européen pour la saison 26-27. Et pourquoi pas, les gars? C'est le jeu, amusons-nous. Lens 5e de Ligue 1. Bon, les gars, là on va rentrer dans les, dans les trucs. Je pense que vous vous rendez compte d'une chose, c'est qu'il reste 6 places, il reste 6 équipes, mais il y a 2 équipes que j'ai pas mis dans le ventre mou. Donc ça veut dire que parmi ces 6 équipes-là, il y en a 2 que je vais mettre dans le ventre mou. Alors, il y aura une surprise, même 2 peut-être dans le tas. Et on va commencer, allez, avant de parler vraiment des Européens, la LDC et le champion, parlons un petit peu du ventre mou, les équipes que j'ai mis 9e et 8e. Et là, on va me détester. On va me dire, ah machin, un truc. Allez, on s'amuse ou pas, les gars? On s'amuse, j'ai envie de me mouiller. Eh ben, j'ai pas un bon feeling pour le LOSC. Aïe, aïe, aïe. Et là, voilà, on va me dire, oh, les commentaires, les gars, pour le troll, quelqu'un marque un commentaire, s'il te plaît, s'il vous plaît. Bon, Coro, en vrai, tu es pro Lens, non? J'attends un Lillois pour rire qui mette en commentaire, Coro, ça se voit que tu es pro Lensois. S'il te plaît, mon gars, si tu m'écoutes, n'hésite pas à balancer ton commentaire. J'ai rien contre le LOSC, hein, vraiment. En plus, si vous êtes actif sur la chaîne, vous savez très bien à quel point j'ai crié d'émotion pour le LOSC, la saison dernière notamment, quand tu bats le Real, quand tu bats l'Atlético. Quel plaisir, bravo LOSC pour tout ça. Mais je la sens pas. Et je la sens pas alors. Qu'ai-je mis dans mes notes?
Ouais, j'ai littéralement mis ceci en fait de mauvais feeling, trop de pertes majeures, mais quand même une base solide que je vais un peu développer, les pertes majeures. Bah les gars, c'est... Déjà, est-ce que j'ai besoin de développer cette perte? Force à vous, hein, les Lillois, par rapport à ça, j'ai reçu pas mal de commentaires par rapport justement au départ de Lucas Chevalier. Si on vous pose la question, pourquoi Lens aura fait une saison très complète, notamment en Ligue des Champions, pourquoi ils ont été performants? Collectivement, il y avait des choses, tactiquement, machin ou quoi. Il y avait aussi des perfs de Chevalier qui n'avaient pas de sens. Chevalier, sur la saison dernière, au-delà d'être un des meilleurs gardiens de France, c'est un des meilleurs gardiens d'Europe. C'est un des meilleurs gardiens d'Europe, Chevalier. Chevalier, à lui seul, c'est trop abusé, mais Chevalier, il te permet de prendre 7, 8, 9 points pour le LOSC en Ligue des Champions. Ce n'est pas une blague. C'est Chevalier. Pas que, pas que. David est parti. Chevalier David en moins. Ouf. Déjà là, petit uppercut, petit crochet, instantanément. Alors je m'exprime, c'était pas officiel, mais c'est très très officieux. Comment ne pas évoquer un des défenseurs très probablement les plus sous-cotés en vrai du football européen, à savoir Bafodé Diakité. Diakité va partir côté Angleterre. À un moment, les gars, moi je suis un peu pessimiste pour les lois. Alors, quand je vous parle de base solide, c'est que en plus les recrues qui ont été faites, bon, je les connais pas des masses, je me suis un peu renseigné évidemment avant la vidéo. Brolm, par contre, je suis un petit hype, honnêtement, Brolm, il m'intéresse. Les bases solides, c'est quoi? Les bases, évidemment, il y a de la qualité, de la jeunesse avec Boadi, que je pense peut faire une carrière magnifique. Boadi, pour moi, c'est de la garantie. Haralson devrait rester, il est très intéressant, notamment la connexion avec Brolm, on verra bien. Sarawi, ça reste un talent important. Thiago Santos, on espère qu'il va revenir un jour par rapport à sa blessure. On verra bien. Bon, défensivement, Alexandro, on l'espérerait, ça reste une garantie. Mais bon, Chevalier, pour le Chevalier, qu'est-ce qu'il va voir? Aïssa Mandi, alors on l'aime beaucoup. Il n'a pas été le plus performant, très clairement. Ah, il y a beaucoup de questions. Thomas Meunier, il fait pas l'unanimité, hein, on est à peu près honnête là-dessus. Ok, Ben Taleb, à quel point il peut revenir? Ethan Mbappé, pour moi, c'est un vrai talent, il n'y a pas de problème là-dessus, mais bon, à quel point on comptera sur lui? Ok, Zegrova pourrait être réintégré, ça serait vraiment bon signe pour eux. Ok, il y a des petits trucs et une recrue intéressante, Giroud, mais Giroud ne peut pas tout faire tout seul. Giroud reste pour moi un gars qui peut être très dangereux, extrêmement habile avec son corps, un monstre absolu dans les duels aériens, peut mettre des buts absolument improbables, ok, mais Giroud doit être alimenté en ballon, ça c'est très clair. Il y a une base solide. Il y a une base qui est intéressante. D'ailleurs, là, je ne le vois pas. Voilà, j'ai failli oublier Benjamin André reste, ça c'est officiel. Ok. Il y a des joueurs. C'est pour ça que je vous mets Lille 9e. C'est un méga hot take. C'est vraiment une prise de risque énorme. Mais je considère que le LOSC fait quand même des résultats par rapport à ses performances individuelles. Et quand tu perds Chevalier plus David d'un coup, c'est énervé, surtout en plus de Diakité. C'est un peu trop. Pour moi, c'est un peu trop. Et ouais, Lille, c'est quand même une équipe qui est performante sur les dernières saisons. Voilà. 24-25, t'es 5e. 23-24, t'es 4e. 22-23, t'es 5e. 21-22. T'es champion. Non, 21-22, tu es 10e, ok. Et en 20-21, tu es champion. Ça, je m'en souviens. Ok. Ça à considérer. Maintenant, je me dis que ça va peut-être être une saison plus compliquée. Après avoir, hein, franchement, les gars, ça peut jouer à très peu de points. Vous me dites, oh, est-ce que je suis le seul à avoir un mauvais feeling pour le LoL? Parce que honnêtement, j'aurais pu faire comme tout le monde, hein. Franchement, je pense que la plupart des gens vont le mettre là. J'aurais pu inverser, voilà, lancer Lille, hein. Franchement, tu me dis, lancer ventre mou 9e, Lille est 5e. Qui est choqué? Personne n'est choqué. Mais franchement, j'avais envie de me mouiller. Et j'imagine un peu l'effet inverse. J'imagine vraiment le LoS qui vivre une saison beaucoup moins cool que d'habitude. Ça va jouer l'Europe en plus. En fait, j'ai trop peur de Chevalier David et Diakité en moins. Pour moi, c'est un peu trop. Pour moi, c'est un peu trop. Vous me dites un petit peu, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais mettre le Lost 9e. C'est une méga hot take. C'est un truc risqué. Et j'ai envie de le prendre. Et les gars, maintenant, nous allons arriver sur les 5 dernières équipes. Et vous savez quoi? On va faire un truc spécial maintenant. Parce que ça va être limite le plus gros, le truc le plus un peu fou que j'ai imaginé. On va parler du 8e et en même temps du 4e. Parce que les deux, pour moi, sont liés dans ma réflexion. Alors, est-ce que vous pouvez deviner comme ça maintenant? Faites pause, hein, au pire, qui j'ai mis huitième et qui j'ai mis quatrième. Qui j'ai mis huitième, donc qui ne va pas jouer l'Europe ni rien, et qui j'ai mis quatrième, qui est dans les barrages de la Ligue des Champions. Je vous laisse réfléchir un peu. Eh ben, vous savez quoi? J'espère que vous avez bien réfléchi, les gars. Je vais vous donner la réponse. Initialement, j'ai bien dit initialement, je partais sur ça. Sur Lyon huitième et sur Strasbourg quatrième. D'ailleurs, je vous laisse regarder. Voilà mes notes. OL huitième, potentiel top 4, l'année où on les attend pas. Feeling étrangement bon, car joueur athlétique, réflexion à avoir. Ok. Et pour Strasbourg, j'ai noté ça. Feeling étrange. Attention au père Petrovic Santos que je vais développer. Cela dit, effectif de dingue avec un mercato fou au niveau des jeunes.
Et vous savez quoi, les gars? Voilà sûrement la plus grosse hot take de cette vidéo. La saison où on attend le moins Lyon, eh ben, je les vois en Europe et je les vois top 4. Et la saison où on attend le plus Strasbourg, eh bien, je les vois huitième. Alors, je sais que ça va pas plaire à beaucoup de monde, je le sais. En vrai, d'ailleurs, mes notes le montrent, hein, les gars. Littéralement, je mets dans mes notes Strasbourg quatrième. Mais vous savez quoi? J'ai un mauvais feeling pour Strasbourg et j'ai un bon feeling pour Lyon. Alors, je vais vous le développer. Comment vous développer ceci? On va commencer par Strasbourg. Et après, on finit par Lyon. D'ailleurs, les gars, voilà, je vous salue. Je sais qu'il y a beaucoup de Strasbourgeois sur la chaîne et beaucoup, beaucoup de Lyonnais. Salut à vous, les gars. Merci à vous d'être là. Euh, Quelle est ma réflexion? En fait, Strasbourg, quatrième effectif de Ligue 1. L'effectif n'a aucun sens. Il est formidable. L'effectif est formidable, très qualitatif, très dense. Il n'y a aucun problème. Le mercato est chaud. Mais je n'ai pas envie de réécrire l'histoire, mais il faut un petit peu la réécrire. Pourquoi? En fait, posez-vous la question, les gars. Moi, je me pose beaucoup de questions. C'est comme ça que je développe mes réflexions. Pourquoi Strasbourg fait une saison aussi bonne la saison dernière? Qu'est-ce qui explique que Strasbourg, un club qu'on n'attend pas forcément, d'ailleurs que j'avais quand même mis 9e ou 10e dans mon prono la saison dernière, bon, qui n'était pas si loin à la fin. Strasbourg, ça avait fait quoi? Septième, je pense? Ouais, septième au final. À la toute fin, ils ont un peu craqué. Mais pourquoi ils ont fait une si bonne saison? Eh bien, sans tout résumer à ça, on ne peut pas nier l'importance capitale des individualités à Strasbourg. D'ailleurs, c'est très très drôle qu'on est en train de lier Lyon et Strasbourg parce qu'il y a un Lyon-Strasbourg qui a fini 4-3 et il y a un Strasbourg-Lyon qui a fini 4-2. Assez fou. Mais en fait, pourquoi je vous parle d'individualité? La saison de Strasbourg, je vous jure les gars, elle ne se passe pas sur un collectif, d'un aboutissement absolu, magnifique et tout. Ok, d'une intensité, ça je suis d'accord. Strasbourg, c'est intense, c'est très très rapide, extrêmement rapide dans les phases de contre, etc. Mais Strasbourg, c'est une équipe qui s'est basée sur l'individualité. Quand vous prenez ce match-là, par exemple, contre Lyon, vous avez un truc assez dingue. Strasbourg, en première période, ils font quasi rien. C'est une vérité. Et en seconde période, ils explosent. Et en fait, ça a été très souvent ça, notamment sur la fin de saison. Une période. Strasbourg fait rien, j'abuse évidemment. Et l'autre période, Strasbourg explose complètement. Et quand je vous parle d'individualité, les gars, c'est qui les meilleurs joueurs de Strasbourg la saison dernière? Pour moi, il n'y a pas de débat. Pour moi, il n'y a pas de débat. C'est Santos et c'est Petrovic. Les deux ne sont plus là. Petrovic, dans les stats avancées de la Ligue 1 24-25, c'est de très 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 loin le gardien qui a gagné le plus de points pour son équipe en Ligue 1. Strasbourg a remporté un nombre de points absolument incalculable grâce à Petrovic. Santos, honnêtement, hors joueur PSG, c'est peut-être le meilleur joueur de Ligue 1 de la saison dernière, tellement complet et un monstre défensif. Pour l'équilibre de son équipe, il était crucial. Alors, certains me diront, Coro, faut pas non plus partir dans l'extrême, je ne pars pas dans l'extrême, je pense à mon avis, et considérer qu'il y a un mercato. Évidemment, le mercato, il est conséquent. Il est dense, il y a pas de problème là-dessus. Vous regardez un petit peu, voilà, le nombre de joueurs qui ont été faits, ça n'a absolument aucun sens. Je vais pas tous les citer. Les plus intéressants, probablement dans le tas Amougou, hein, clairement, qu'on a connu notamment côté Saint-Etienne, il me semble, hein, parmi la jeunesse, ok. Barco qui a été confirmé et tout. Ok, on verra bien. Mais là, pour moi, on est vraiment sur du méga, méga pari. Là, j'ai vraiment l'impression de voir la réserve de Chelsea. Santos, on l'évoquait vraiment comme étant un espoir, comme ces gens-là, mais un espoir plus, plus, plus. Et il a complètement prouvé en Ligue 1. Petrovic, c'était un gardien également rempli d'espoir, beaucoup plus expérimenté par rapport aux joueurs qui ont 19 ans et tout, qui a été monstrueux. En fait, je suis en train de me poser la question, est-ce que Strasbourg sera intéressant à suivre? Pour sûr, pour sûr. Mais est-ce qu'avec la Conférence League qui risque de se qualifier évidemment et la jouer à fond, plus un effectif quand même qui est vraiment, vraiment, vraiment très jeune, mine de rien, qui peut laisser apparaître des hauts et des bas, donc beaucoup d'inconstance, et surtout sans Santos et Petrovic qui étaient les tauliers monstrueux, est-ce que Strasbourg pourrait être aussi compétitif qu'avant? Peut-être que Strasbourg sera plus beau à voir, mais est-ce qu'ils seront plus solides? Et je me pose la question, les gars. Et ça, je peux pas vous y répondre. Et c'est ma hot take, c'est mon prono, tout ce que vous voulez, ma prédiction de giga risquée. Strasbourg, globalement, je pense que la plupart des gens les voient dans l'Europe. Cinquième, vraiment pour beaucoup. Quatrième, troisième même pour certains. Et ben je vais les mettre huitième. Je vais les mettre huitième avec cette idée de dire Conférence League, ils vont beaucoup jouer. Et avec cette idée de dire que Santos et Petrovic, on sous-estime beaucoup, beaucoup trop ces mecs-là qui ont été trop importants. Strasbourg a été si bon la saison précédente parce qu'individuellement parlant, il y avait des monstres. Et parmi ces monstres-là, il y avait Petrovic et Santos. Je pense qu'il a à peu près fait ma conclusion. Après huitième, ça reste un gros, gros résultat pour une équipe comme Strasbourg, hein. Je vous laisse quand même regarder l'historique du club. Alors en quatrième, pourquoi j'ai mis Lyon? Et là, j'avoue que ça paraît encore plus fou à imaginer parce qu'on n'attend pas du tout Lyon. Et c'est vrai que Lyon, généralement, j'ai l'habitude de les mettre plutôt dans mes classements et au final, ils finissent plus bas. Et bien, vous savez quoi? Lyon, en fait, je suis en train de me dire que c'est un délire un peu inverse. Lyon, on les attend vraiment, vraiment moins. Mais, comment on va dire? En fait, je suis pas dans cette optique juste de me dire Lyon, on les attend moins.
Donc par la magie, comme ça, ils vont finir quatrième. Mais parce qu'en fait, d'un point de vue effectif, c'est très cohérent. En fait, c'est très cohérent. Pourquoi c'est cohérent, Lyon, pardon? Parce que, alors déjà, les recrues qui ont été faites, je tiens notamment à vous parler de Pavel Soulch, que j'ai fait une vidéo avec Morten, je vous invite à aller voir, les gars. Ces 2 recrues qui vont très, très, très bien complémenter Tolisso. Et en fait, je suis en train de me dire un truc, c'est que le 11 titulaire de Lyon, il est compétitif et athlétique. En fait, je crois que c'est à peu près ce que j'ai noté dans mes notes, hein, je l'avais évoqué. Voilà. Potentiel top 4 l'année, on ne les entend pas parce que j'ai un feeling bon, car joueur athlétique. Réflexion à avoir, j'ai poussé cette réflexion dans le sens où en fait Lyon a quand même des joueurs qui vont pouvoir s'exprimer, peut-être avec moins de pression, avec plus de sérénité et avec plus d'équilibre. On avait l'habitude à Lyon la saison dernière, Cherki, Almada, etc. Ultra offensif, mais très très déséquilibré. Là, en fait, je suis en train de me dire, quand tu mets Tolisso, Soulch et Morton, pour beaucoup beaucoup de raisons, c'est très complémentaire, c'est très complet, c'est beaucoup beaucoup de potentiel et tu gardes quand même un effectif qui est important. Les gars, je suis désolé, on peut pas dire que l'effectif de Lyon n'est pas important. Alors, Fofana risque de partir, évidemment, mais à part ça, même si Fofana part, Mikotadze va jouer libre. La casette n'est plus là. Alors, je dis pas que la casette embêtait Mikotadze, mais Mikotadze va enchaîner. Mikotadze va enchaîner, les gars, c'est un talent important. Mangala peut-il revenir à un certain niveau? Nous verrons bien. Nakate, c'est un grand débat. Il peut être problématique. Par moment, il peut être vraiment bon. On verra bien. Noama ne sera pas là jusqu'à la fin d'année. Comme je vous l'ai dit, ce trio Tolisso, Souch, Morton, pour moi, peut être vraiment un des meilleurs de Ligue 1, un des plus complémentaires. Aux latéraux, tu gardes AMN, tu gardes Tagliafico qui est revenu. Assez intéressant. Tesman qui aura un rôle plus important. Mata reste normalement, qui reste un taulier. Moi, je vois le tout. La question que j'ai, c'est au niveau du gardien, forcément. Quel gardien titulaire vraiment tu pourras avoir pour l'Olympique Lyonnais? D'accord, on verra bien. Est-ce que tu pourras recruter un gardien? Il y a même des rumeurs qui évoquent Bouchouari, le Stéphanois. Alors évidemment, c'est un Stéphanois, mais très très talentueux. En fait, je suis en train de regarder le tout. Il y a aussi quelques petits jeunes hein, qui montent côté Lyon. D'ailleurs, on me l'a évoqué. Je vous salue les Lyonnais. Je lis vos commentaires. On va évoquer un petit peu le Mera. Je suis parti voir le petit Mera là, comme ça, 24 février 2007. Très intéressant. Il m'a beaucoup plu. Je me suis dit, bon, ok, la jeunesse, la formation de Lyon, tes pertes, elles sont importantes. Cherki, Perry, peut-être Fofana. Mais moi, le premier, hein, je me suis dit, la saison de drame absolu qu'on imaginait côté Lyon, maintien et tout. En vrai, est-ce qu'elle est pas un peu trop abusée, un peu trop exagérée? Et quand tu vas à l'effectif, quand tu te poses, quand tu regardes aussi ce que pourrait mettre en place Fonseca, avec un effectif peut-être moins spectaculaire, moins foufou, mais plus structuré, plus contrôlé, un peu comme le Fonseca pu avoir avec le LOSC avec à un moment, pardon, et pourquoi pas espérer un Lyon qu'on attend beaucoup moins, compétitif et quatrième de Ligue 1. Voilà, les gars, c'est également un prono assez fou. En vrai, vous voyez, si j'étais vraiment en mode tranquille, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je fais un truc comme ça. Voilà, je fais quelque chose comme ça. J'avais envie de me mouiller et j'ai des arguments, franchement, pour appuyer de ceci. Et ben, je vais faire ça. Je vais faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? On va continuer maintenant. Ah là là, on s'amuse bien, les gars. Et on est sur la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié, en tout cas, enfin la fin. Attention, c'est pas encore la fin, mais les 3 derniers clubs. 2 clubs du Sud contre la capitale parisienne. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous sentez? Je parle à vous, monégasques, marseillais, parisiens. On est entre amis ou pas ici? Bon, alors, qui va finir premier, qui va finir deuxième, qui va finir troisième? En tout cas, comme beaucoup, là, pour le coup, je vais pas faire dans le suspense parce que, ok, je vous fais des pronos un peu foufou, mais c'est des pronos que je crois fondamentalement en moi. Je vais pas mettre Paris dixième si je vois pas dixième. Là, pour le coup, je vois ces 3 équipes dans les 3 premières places. J'ai pas beaucoup de doutes. Maintenant, à quelle position? Alors, en troisième place, je vais pas faire original, je vais quand même mettre Monaco et je vais parler après de l'OM et du PSG. Monaco, j'ai un truc très simple à dire. Comme je l'ai évoqué dans mes notes, en fait, constant, potentiel top 2 évidemment. RAS, hein, rien à essayer, pas grand chose à dire. Valeur sûre, très compétitif et en plus un nouveau gardien. Il y a pas grand chose à dire à Monaco parce que en vrai, c'est pour moi une des équipes les plus sûres et fiables de Ligue 1. J'ai énormément de mal à imaginer Monaco faire une mauvaise saison. Globalement, en fait, je dirais que hors PSG, Monaco est peut-être l'équipe la plus fiable, en tout cas depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup de saisons. Il y a très, très peu de choses à dire. Ça fait encore une dernière saison de Ligue 1 qui est importante, qui est qualitative, alors qui est inconstante, malgré eux. Beaucoup d'erreurs, selon les données un petit peu avancées et tout. Beaucoup, beaucoup d'erreurs pour la SM, des erreurs individuelles.
Ah, globalement, ça reste un effectif qui est très important. D'ailleurs, c'est toujours l'effectif numéro 2 de Ligue 1. Il faudrait voir un petit peu au niveau des derniers recrues Marseille. S'ils pourraient monter, je pense qu'ils peuvent monter évidemment au classement. Monaco, ça reste un effectif, s'il vous plaît. L'effectif est très très qualitatif. Alors, moi, je suis curieux hein, par rapport à voilà, la recrue au niveau du gardien qu'ils ont pu faire. Je ne vais pas prononcer son nom, les gars, je le prononce mal. Est-ce qu'il sera vraiment vraiment titulaire? Pour moi, c'est un bon gardien. Tu as toujours Philippe Cohn. À voir un petit peu ce que ça peut donner. Je suis très curieux, je suis un peu très curieux de voir, tout ce que ça peut donner, mais bon, voilà l'effectif, hein, côté Monaco. Attention, Akliouche pourrait partir. On laisserait, sous-entendre qu'Akliouche pourrait partir sur cette fin de saison, mais bon, regardez le reste, Zakaria va rester tellement fort la saison dernière, n'importe quoi. Biarritz, voilà, lui, il a été, vraiment il a percé très rapidement, tranquillement en France, triplé, triplé, triplé limite. Singo reste important évidemment, Ben Seguir, Lamine Camara à suivre les gars. Branchez-vous Lamine Camara, tellement, tellement fort, un des jeunes à suivre et en plus de toute la fiabilité qu'on connaît, il y a ce truc un petit peu exquis. Qu'est-ce que c'est qu'il y a d'exquis côté Monaco? Bah, évidemment, il y a le petit Ansu Fati. Est-ce qu'il peut se relancer? À quel point il peut être bon? On parle d'Ansu Fati, j'ai l'impression, depuis 30 ans. Les gars, il a 22 ans. Il va faire 23, s'il vous plaît. Et évidemment, ça, c'est la surprise du chef, le sucre, hein, voilà, la cerise sur le gâteau. Le Polo Paul Pogba, on en a parlé sur la chaîne. Je sais que beaucoup de personnes constatent que ça va être un gros flop. Un Pogba qui arrive prêt physiquement peut donner des performances absolument hors normes et limite permettre à Monaco d'être top 2, jouer le titre, je sais pas. Je vais les mettre troisième parce que je vais parler quand même de l'OM du PSG après, il y a beaucoup de choses à dire, mais je m'attends à Monaco. En vrai, les gars, grand max Monaco quatrième, mais même quatrième, je suis un peu en mode waouh. Je trouve que globalement, c'est très serré entre la quatrième et la huitième place, mais je trouve Monaco très, très. Enfin, moi, je trouve ces trois équipes-là, Monaco, OM et Paris, au-dessus. Vraiment au-dessus. Par rapport aux autres, on va mettre Monaco troisième de Ligue 1 pour cette saison-là. Et enfin, le fameux débat que nous attendions tous, on est là, on est réunis, hein, n'est-ce pas, les 2 clubs qui s'aiment le plus en Ligue 1. C'est voilà les meilleurs amis en vrai, hein, c'est un peu comme Tom et Jerry, tu sais le mec complètement fou. Heu, les Parisiens et les Marseillais. Comme beaucoup, je les vois dans les 2 premières places. Alors maintenant la question: qui va finir premier? Qui sera champion de France? Ça c'est le débat éternel. Alors, est-ce que je vous donne d'abord mon classement ou est-ce que je vous développe un peu sur les 2 clubs? En tout cas, c'est objectivement intéressant. Ça, vous pouvez pas le nier, ça c'est très très clair. Vous voyez, je pense que si on fait aujourd'hui un top 10 des équipes à suivre en Europe, bah franchement, pour des arguments différents, on peut mettre l'OM et le PSG ensemble. Pourquoi? Bah alors, PSG est très logique parce que ce sont les champions d'Europe. Je vais quand même le rappeler, il faut l'évoquer. Donc, pour ça, c'est très très clair à quel point tu peux être compétitif après une saison historique. Et l'OM, bah parce qu'on va commencer par parler quand même de l'OM. Bah en fait, les gars, à un moment, il faut parler français. C'est de manière honnête, c'est quoi ce mercato-là? On en a tellement parlé sur la chaîne ces derniers temps. Le mercato de Marseille est grave. C'est chaud, franchement, c'est choquant, les gars. Je tiens à dire, je n'aurais pas cru, et je pense que même beaucoup de Marseillais n'auraient pas cru, que l'OM, j'allais dire, pouvait faire un bon mercato. Bien sûr qu'il peut faire un bon mercato, mais un mercato aussi dense, il faut quand même l'évoquer. Là, je veux dire, c'est un mercato qui va te permettre allez, j'allais te dire, à te maintenir à un niveau compétitif sur les prochaines saisons. Mais en tout cas, tout ou quasiment tout, pour moi, est pertinent. En vrai, quasiment tout. Parce que même Pierre-Emerick Aubameyang, 36 ans, ça c'est la... Voilà, on parle de 36 ans, machin, il revient d'Arabie. Mais Aubameyang, c'était un des buteurs énormes du 21e siècle. Ça, c'est un truc où peut-être les gens savent moins. Mais Aubameyang, il a marqué un nombre de buts qui est grave. Avec l'OM quand il était là lors de son premier massage, avec Arsenal, etc. Il a marqué un nombre de buts au bas qui est important. Donc lui va venir dans une optique de rotation, de concurrence aguerrie, qui est importante. CJ Egan Riley, c'est le meilleur défenseur des championships. Angel Gomez, c'est un joueur à relancer qui est jeune, qui est un joueur très très important dans son apport tactique en double pivot ou offensif. Ouya, c'est un des joueurs les plus versatiles possibles pour un coach comme Deserbi. Medina, c'est un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 de ces dernières saisons. Mopé devrait normalement partir. Hoiberg, il a été recruté évidemment tout lié au niveau de tout ce qui va être jeu de relance et tout. Jonathan Rowe, qui je pense devrait rester. Enfin, pour l'OM, je pense que ça peut être un vrai bon truc vu la concurrence saine qu'il peut apporter. Et comme on n'a pas évoqué Paixão, qui est, avec Saibari, je pense, parmi les joueurs offensifs, le meilleur joueur offensif du championnat des Pays-Bas, en tout cas en Eredivisie. Il a été extrêmement performant, Paixão, on en a parlé également. Donc vous faites ce mercato-là. On a même parlé d'Ordonez potentiellement à l'OM, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ordonez qui a été évoqué côté PSG fut un temps, il y a eu des pertes, mais des pertes plus ou moins gênantes. Rongier, je pense que ça peut être un peu gênant, parce que pour la rotation, il aurait pu être bien, Merlin quoi, mais ça a été compensé. L'effectif est extrêmement dense, très qualitatif, il n'y a rien à dire. Il y a vraiment il y a rien à dire. On ne peut pas dire aujourd'hui
avec lucidité, avec objectivité, on enlève les casquettes des supporters, OK les gars, on peut pas dire que l'effectif de l'OM est mauvais, parce que c'est faux. Et on peut même pas dire qu'il est bon. Il est vraiment, vraiment bon. Il est qualitatif à toutes les lignes. Le gardien est qualitatif. Alors, il a eu un peu d'inconstance en fin de saison, mais tellement, tellement bon en début de saison. Rouli reste quand même un gardien évidemment important. La défense est très, très qualitative, garde Valerdi. Le milieu de terrain est très, très qualitatif aussi. Il n'y a pas grand-chose à dire. En plus, tu as des jeunes à développer. Je pense à Bakola, je pense à Nadir, entre autres. Ok, avoir Harit, je pense qu'il va évidemment partir. Et pour le coup, ton attaque, waouh, ok, ton attaque, elle est importante. Bon, ça, c'est pour l'OM. Maintenant, côté PSG, les gars, ça, c'est le débat de toujours. Il suffit simplement de voir la valeur marchande entre le premier et le deuxième. Bien sûr qu'aujourd'hui, Paris, c'est une dimension. Les gars, ça, c'est pas le sujet de la vidéo, on a bien compris. Paris, l'effectif que ça, c'est n'importe quoi. C'est évidemment un effectif de classe mondiale plus, plus, plus. C'est des joueurs qui sont parmi les meilleurs, si ce n'est les meilleurs à certains postes. Enfin, aujourd'hui, prenez Donnarumma, il va partir très probablement. Il est dans le top combien des gardiens? Chevalier, par rapport aux gardiens d'avenir, il est dans le top combien? Pacho, allez, il était top 1 défenseur sur la saison dernière. Marquinhos, il est juste élite. Prenez, voilà, Hakimi, c'est n'importe quoi son niveau. Vous comprenez un petit peu l'idée. Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz. Au niveau complémentarité, je vous parlais tout à l'heure un peu du milieu de Lyon complémentaire. Là, on est sur quel genre de niveau? Ça n'a pas de sens, ok? En backup, tu as des Warren Zaïre-Emery, tu as des Mayoulou, je veux dire, ça n'a pas de sens, ok? Voilà, la qualité offensive de l'équipe. On parle de Barcola qui fait 20 buts, 20 passes D, hein, limite en étant entre le remplaçant et le titulaire. Bon, il a quand même évidemment beaucoup joué. Désiré Doué, on va. I prefer not to speak, évidemment. Et Dembélé, ballon d'or en puissance avec d'autres Parisiens, entre autres. Ekvara, qui a été recruté lors du mercato hivernal. Paris, c'est Paris. C'est une puissance absolue, évidemment, dans le foot d'aujourd'hui. Et c'est une équipe qui roule, qui roule. C'est voilà, il y a pas, c'est une équipe qui roule. Sur la saison dernière, il y a 2 défaites. Et il faut voir les 2 défaites, hein. Tu perds contre Nice, tu tires 32 fois, tu cadres 13 fois, Bulkat fait 13 arrêts dans le match, et tu perds contre Strasbourg avec une équipe C, où tu domines Strasbourg quasiment de A à Z. Il faut voir la tête des 2 défaites, hein. Il faut voir la tête des 2 défaites. C'est pas 2 défaites où tu as été pourri. C'est juste voilà, des performances individuelles de l'autre côté qui étaient hors normes. Il faut considérer ceci. Donc, les gars, à un moment, vous savez quoi? Je vais sûrement proposer ça à un youtubeur marseillais, voilà, fiable, qu'on connaît, sérieux, hein, évidemment, qui sait parler football avec objectivité. Je pense que ça peut être très bien pour le débat. J'inviterai, pourquoi pas, un supporter marseillais à faire une vidéo pour parler un peu de cette voilà, compétitivité entre l'OM et le PSG, à quel point l'OM peut faire chuter le PSG. Je pense qu'on en fera une, et même moi-même, personnellement, je pense que je ferai, allez, peut-être dans pas trop longtemps, une vidéo genre l'OM peut-il rivaliser avec Paris, et on en reparlera un petit peu de fond en comble, pourquoi pas avec beaucoup plus d'éléments, on verra. Mais j'aimerais bien faire ça avec un Marseille, ce serait plutôt cool. Là, en l'état, les gars, qu'est-ce que j'ai noté? Tac. OM, ouais, je les ai mis deuxième. En vrai, les gars, franchement, je veux bien croire hein, que l'OM va vraiment être fort. Mais Paris, enfin, vous vous rendez compte, je sais pas. En vrai, les gars, il faut vraiment se poser la question suivante. Quel serait le plus fou? L'OM en huitième de Ligue des Champions, en quart de Ligue des Champions, ou l'OM qui est champion de France? Enfin, vous comprenez un peu l'idée. Pour moi, ce qui est plus dur, c'est que l'OM soit champion de France par rapport à être en quart de LDC. Parce que Paris est juste trop fort. Enfin, c'est une équipe très très forte. Alors, mes notes, qu'est-ce que j'ai noté? OM, effectif énorme en quantité comme qualité, ça c'est ok. Écart faible en points par rapport au PSG. Peut-être un écart plus faible. Et attention à la gestion des LDC, parce que physiquement, tu vas jouer la LDC. Il te faut un effectif plus qualitatif et quantitatif. Tu en as justement. Il faudra faire attention à ça. Et pour le PSG, bon, champion d'Europe, qualité folle, hein, absolument. Enfin, quand je vous dis qualité folle, enfin, PSG, c'est. Peut-être c'est pas l'effectif le plus dense, parce qu'il manque un petit peu de banc. Mais qualité pure et dure, notamment le joueur titulaire. Bah, le PSG, c'est peut-être la meilleure équipe du monde à l'instant T. On est dans ce genre de débat. On n'est pas juste sur une équipe qui est juste forte. Peut-être la meilleure du monde. On en est là. L'OM et Monaco peuvent-ils vraiment tenir le rythme? Défi invaincu. Saison 2, on verra bien. Et attention physiquement aussi, parce que le PSG enchaîne tellement. La saison du PSG, c'est fini le 15 juillet. C'est pour ça que je peux peut-être imaginer aller sur le début de saison, le PSG perd un peu de points. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Dans l'absolu, nous avons eu la saison dernière Paris à 84 points, l'OM à 65 points. Moi, je peux m'attendre, vous voyez, peut-être les Marseillais seront peut-être d'accord avec moi sur ça, même les Parisiens, hein, mais je peux m'attendre à un Paris qui reste très très fort, peut-être avec plus de défaites, parce que physiquement, tu es un peu plus restreint. Ok. On verra les dernières recrues au niveau du mercato, mais avec un Marseille qui a plus de points. Je ne serais
pas trop étonné si Marseille, au final, bah, te fait une saison à 75-76 points, avec beaucoup moins de défaites, par exemple. Allez, l'OM, fin de saison, ils ont perdu 5 fois. Ce serait bien plus qualitatif, on est d'accord, 5 fois, 4 fois même, par exemple, ce serait vraiment bien mieux. Et allez, tu as 75 points. En vrai, ça pour moi, ce serait plutôt qualitatif et une bonne ambition pour l'OM. Avec un PSG toujours au-dessus de 80 points. Pourquoi pas un, un score similaire, je ne sais pas. 84 points côté PSG, 85. Et l'OM 74. Peut-être aller entre 10 et 15 points entre les deux équipes plutôt qu'une vingtaine de points. Je pense que c'est relativement crédible à suivre. Mais avec l'OM qui joue la Ligue des Champions, ça peut évidemment laisser des traces. L'OM a comme ambition, je pense, la Ligue des Champions aussi de chercher des petits trucs et pourquoi pas sortir évidemment, jouer les huitièmes, les quarts, les demi, la finale, on sait pas. Petite finale PSG-OM en Ligue des Champions. Le mec complètement fou. Bref, en tout cas, vous me dites un petit peu si vous êtes d'accord avec tout ça. Mais voilà, les gars, je pense qu'on est sur la fin de cette vidéo, si c'était pour conclure le PSG premier pour toutes les raisons que je vous ai évoquées, et surtout aussi que malgré le fait que physiquement ça peut être un peu short, Luis Enrique niveau gestion, c'est juste exceptionnel. Et mine de rien, la jeunesse parisienne peut être super forte. Quand je vous parle de la jeunesse parisienne, c'est des joueurs comme évidemment Mayulu, Warren, qu'on a l'habitude de voir énormément, mais même des joueurs second couteau. Beraldo, vous imaginez, Beraldo, c'est un remplaçant au PSG. Vous prenez Beraldo, vous prenez Zabarni qui va arriver, qui sera dans la rotation. Enfin, je veux dire, c'est trop important. Même des joueurs comme pas ici, voilà, Ibrahim Baye, on voit, même Alex ou Axel Tap, j'oublie comment il s'appelle, Tap, etc. Il y a de la qualité. Ouais, le PSG, je pense, sera champion de France. Mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo extrêmement longue. On a fait une durée équivalente à la dernière vidéo de l'année dernière. Bah, j'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Si vous êtes restés jusqu'au bout, les gars, bravo. Et allez, franchement, les gars qui sont restés jusque-là, dans cette vidéo, mettez en commentaire le mot. Euh, Korofu. Korofu. Pas Korofoot. Korofu. Korofoufou. Parce que le prono est un peu foufou. En vrai, j'aime trop mon classement. Qu'est-ce que j'aime mon classement, les gars. Ça se voit que je pense que je me suis amusé comme un malade. Parce qu'il y a des pronos de malade, il y a des prédictions, les gars. C'est n'importe quoi. Mais j'y crois à fond. Franchement, je suis convaincu d'avoir, je pense, une sorte de crédibilité dans ce que je dis. Après, ça reste le football. Tout peut se passer. On va pas répéter la chanson. Merci d'avoir suivi la vidéo. En tout cas, les amis, prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente saison de football de manière globale. C'était Koro. On en reparlera évidemment. Et la paix sur vous.